Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, qu'on retrouve sur les principales applications et entre autres Spotify qui est très populaire. Et on peut aussi aller sur le vaisseau amiral gillesparent.com sans aucun problème. On va aujourd'hui rencontrer un ancien stratège des coulisses d'Ottawa, un artisan de la relance du chantier Davy, désormais à la tête de la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec. Mon invité est donc Frédéric Boisvert. Bonjour. Bonjour Gilles. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très content de te voir. Moi aussi. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps que je t'ai vu. Exactement. On va parler d'ambition, de leadership, de transport, de pénurie de main-d'œuvre, de vision régionale de la région de Québec. Je serais porté à dire, ça va pas mal, là. À Québec, ça va super bien. Eu égard à tout ce qui se passe dans le monde, la crise tarifaire et tout, on a une économie qui est forte et diversifiée. Puis c'est drôle parce que si tu fais le bilan de l'économie de Québec, de 95 à maintenant, on a une économie qui a passé de 28% des emplois affectés au gouvernement du Québec à l'époque à aujourd'hui à un peu moins de 8%. Donc, c'est quand même un cheminement d'une économie qui s'est développée à Québec. Surtout que les gens qui vont critiquer souvent vont dire « Ah, Québec, c'est juste le gouvernement, c'est l'argent. » Mais c'est plus vrai. Non, ça a changé beaucoup. Puis la place, moi, je pense tout le temps à l'assurance, entre autres, parce que l'assurance, j'ai des amis dans le monde de l'assurance, Beneva, Industrie Alliance et les autres, mais c'est pas loin de 30 000 personnes qui, de près ou de loin, travaillent dans le monde de l'assurance. C'est tous des gens qui ont des bons emplois, stables. Ah oui. Et puis pas affecté par la pandémie. Même toi, dans le parc industriel, tu vas avoir des bijoux aussi, comme des Innovmetric qui sont les primes pour Apple, Ford, des Simco Technologies qui sont prime de la réfection du canal de Panama. Il y a des bijoux manufacturiers industriels de génie, c'est fantastique. Donc il y a du privé là, tu sais, quand on dit que c'est juste mais on n'est pas contre le gouvernement, c'est stable et on est le siège du Parlement. Mais il faut créer de la richesse. Oui, absolument. On a pas beaucoup de choix. Mais écoute, c'est facile. En même temps, tu sais, on a une société qui permet. Puis moi, j'accepte ça. On permet. Avant, c'était le perron de l'église où on chialait. C'est les réseaux sociaux. Fait que les gens, tout le monde a le droit de parler. Ouais. On n'est pas obligé de lire tout le monde, d'écouter tout le monde. Non. Mais tout le monde a sa voix. Il y a un côté démocratique. Fait qu'on en prend puis on en laisse fort. Ouais. Faut être fait fort parce que des fois c'est dur. Pour les gens qui ont la tête, toi t'es à la tête d'un organisme, tu sais, à la tête d'une ville, à la tête de ci, de ça, t'es une cible. Les médias, c'est la même chose. Québec, c'est une ville de pouvoir, donc vient avec une ville de pouvoir, des gens qui sont éduqués, qui comprennent la game, puis qui sont capables de porter un jugement. Ah oui. Puis à Québec, on est plus dur. Les radios parlées, écoute, on a des grands. Écoute, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, André Arthur, c'était. Écoute, c'était une machine de guerre. André, une analyse très pointue. Oui, il y avait. Toi, Jeff, tous les autres. Oui, on a eu des. Oui, puis on a eu des bonnes années, puis on a eu des grosses années. Il y en a encore, mais là, c'est la multiplication de l'offre qui fait que. Oui. Ben, il y a du Spotify, il y a des balados, tout ça, puis c'est correct. C'est correct. Il y a du mouvement en masse. On va prendre le temps, Frédéric, j'aimerais ça regarder un peu ton parcours. Tu sais, à part les petites choses, t'as étudié quoi plus en sciences politiques. Sciences politiques. Je suis arrivé ici, moi je viens du centre du Québec. On a moi aussi, j'ai commun. Né dans le centre du Québec, je suis arrivé ici pour les études. Je suis tombé en amour avec les villes de Québec. Puis écoute, j'ai fait une bifurcation ailleurs qu'on va jaser. Ouais. Et je suis revenu par la suite. OK, bon. Tes débuts, dans le fond, c'est la politique? Tu touches à la politique par la bande ou assez proche? En fait, j'étais chargé de cours à l'Université Laval, puis à un moment donné, je m'implique en politique au niveau des conservateurs. On se ramène aux années avant 2006, où à Québec, être conservateur, c'était un acte de foi, là. Fallait que tu sois prophète plus que d'autres choses. Là, à Québec, il n'y avait pas grand conservateur ici. Ça veut dire qu'entre Mulroney puis après ça, Harper, ça a été plus difficile. C'est ça, je comprends? Il y avait plus rien ici. Là, c'était l'infrastructure. Là, t'étais là, toi. J'étais là, mais écoute, puis quand il y a eu l'élection, évidemment, des francophones intéressés par la politique n'avaient pas de temps que ça. Non. Donc, j'ai été aspiré très rapidement, d'abord ici à Québec, puis ensuite à Ottawa. Mais ce qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours politique, ça a duré 10 ans, le temps du mandat. Mon premier mandat. Mandat de qui? C'est avec qui tu travaillais? Monsieur Harper. Okay. Donc, évidemment, premier grand affectations, c'était au bureau du premier ministre pour la gestion des enjeux pour le bureau du PM pour le Québec. Okay. Responsable également avec mon directeur du brefage du PM sur une base journalière pour la période des questions.
il faut que tu sois prêt en tabarouette, là. T'es vite dedans, là. Alors, on se réveille à 4 heures le matin, ça finit des fois à 22 heures le soir. C'est un rythme infernal, mais c'est terriblement grisant, c'est ça? Grisant, c'est un bon mot, bravo. Ouais. OK. Là, donc, tu fais de la politique avec Monsieur Harper, t'apprends beaucoup, dans le fond. Et là, on se rapportait à dire, pourquoi tu deviens pas un politicien comme tel? As-tu essayé? Ben oui, parce que je me suis présenté en 2006, mais c'était pas dans le but de gagner. C'était le comté de Québec qui était le comté de Jean-Yves Duclos. Les chances étaient minces, c'est ça? Très, très mince. On a passé de 8 à 30%, mais encore là, il y a un pourcentage qui était pas atteignable. Okay. Parce que le vote conservateur demeure un vote de famille. Est-ce qu'on t'a demandé de te présenter? Des fois, c'est le même en politique. Oui. Donne un coup de main, vas-y. Oui, mais à l'époque, il fallait être un peu fou parce que qui donnait des chances aux candidats conservateurs de la région de Québec, c'était pas clair. C'était vraiment pas clair. Même si on avait une base, c'était pas si clair que ça. Okay. Donc, moi, mon but, c'était, mais j'y croyais, je voyais bien que ça allait bouger. Je voulais faire partie de l'aventure. Puis, écoute, pour le premier Harper, quand on regarde ce qu'il a fait, on jette un œil sur le passé. Quand on se compare à d'autres premiers ministres, ça a été un grand PM. Là. Ben oui, absolument. Il était récemment honoré, avec raison. Oui, avec raison. Non, c'était puis travailler à ses côtés, écoute, t'apprends énormément et c'est franchement quelqu'un d'extrêmement intelligent. Une hygiène, en fait, un grand travailleur, un immense travailleur, puis la vaillance, il connaît ça, lui. Ouais, mais c'est ça. Donc très tacticien, très stratège. Un intello, mais pratico-pratique, qui comprenait les gens. Ça, c'est rare. Okay. En politique, là, les gens qui sont capables de se mettre dans les chaussures des gens, entre guillemets, ordinaires. Lui, il avait cette capacité-là. Il venait de ce milieu-là. Puis, non, c'est franchement quelqu'un d'extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ça pour revenir vers Lévis, Anto, je pense que c'est ça? Ben, moi, j'ai fait mon mandat de 10 ans. Donc, j'ai été au bureau du PM. Ça a duré à peu près 1 an. Par la suite, j'ai dit, écoutez, voulez-vous me soulager? Là, j'aimerais ça aller chef de cabinet. Je suis allé. Ça a duré le reste du mandat. J'ai fait, entre autres, je travaillais pour le ministre Bléné, j'ai fait également pour le ministre Straw, le ministre Baird. Je me suis amusé, écoute, avec des dossiers d'infrastructure, transport. Des gens différents, des dossiers différents, c'est le fun. Transport. Puis le dernier que j'ai fait, c'était sécurité publique. OK. Ça, là, c'est les 4 grandes agences au Canada. Là, on parle de la GRC, le SCRS, les services frontaliers du Canada, puis également Service correctionnel du Canada. C'est des gros mastodontes de sécurité. J'ai beaucoup appris dans le temps de l'époque de l'attaque terroriste au Parlement. On était au cabinet. On a promulgué la loi pour la suite des mesures antiterroristes. Ça a été des années palpitantes, je vais t'avouer, à Ottawa. OK. Puis après ça, le saut... J'ai quitté, je suis allé vers Montréal en agence au niveau communicationnel, travaillé avec Louis Aucoin, que j'ai adoré par ailleurs. J'ai pas resté longtemps avec, mais j'ai adoré ça. Parce que la gang de Davie que j'ai connue au gouvernement, les 2 propriétaires, ont cogné à la porte là, pour que j'aille travailler pour Chantier Davie. Et ça a été une épopée professionnelle, je te dirais, qui m'a défini. Là, on s'est lancé dans quelques années là où on commence avec... Quand t'arrives, ça va-tu mal? Là, écoute, la journée que je rentre, c'est la journée où il y a 700 travailleurs qui se font remercier du chantier. 700. OK. C'est quelque chose. Puis là, on s'assoit puis on se fait un plan de match. OK. Il y avait déjà commencé des belles choses à l'époque avec le projet Astérix, la conversion de Vacria en navire ravitailleur. On l'avait fait passer au cabinet à l'époque avant la fin du mandat de M. Harper. Puis par la suite, bien évidemment, on s'enligne vers un plan de match où, clairement, dans la grande stratégie nationale de construction navale, avec l'appel d'offres qu'il y a en 2011, clairement, les 2 chantiers que sont Seaspan et Irving ne suffisent pas à la tâche. Ils sont pleins comme des boudins. Les navires sortent pas. Il y a une place, là, dans le fond, Il y a carrément une place, puis je dois le dire, les libéraux ont eu l'intelligence de comprendre qu'au final, le Québec pouvait livrer. Alors, on a fait beaucoup de pression. On a sillonné les régions, tout ça. Mais à la fin de la journée, je dois le donner aux libéraux. Ils ont compris l'importance d'inclure des vies. Puis regardez ce qui se passe maintenant. La stratégie au départ, c'était de stimuler, via les contrats publics, faire revivre une industrie. Or, de Irving, Seaspan, eux autres sont pas du tout dans le domaine privé maintenant. Alors, on regarde des vies maintenant. Ils ont fait l'acquisition des Zinke. Ils ont fait l'acquisition d'un chantier au Texas. Et là, ils ont signé, ça a été annoncé hier. Ils vont fournir des brise-glaces au gouvernement américain, à la garde côtière. On est rendu là. OK. Davie, la grande malade, Davie, la plombée. Davie qui annonce qu'il cherche 1000 personnes, des emplois spécialisés en plus. Il y a un gage épouvantable, là. Mais écoute, mais je peux comprendre qu'à l'époque, même les radios se cassaient du sucre là-dessus parce qu'il n'y avait pas de vision. Mais quand même, quand il y a eu les 2 propriétaires que sont Alex Weisfield et James Davies, ça a complètement transformé, mais complètement, l'avenir du chantier. Le carnet de commandes est
complètement plein. C'est le fun. Il y a des perspectives continentales, en fait, dans la sphère occidentale. Ça veut dire qu'ils se sont spécialisés, dans le fond. Vraiment, vraiment. Puis là, ils sont dans les navires, pas de combat, de non-combat. Donc, tout ce qui est brise-glace, navires ravitailleurs. Et avec le Nord qui fait l'actualité, c'est-à-dire plus navigable qu'avant, donc les brise-glaces, c'est... Là, on parle d'un corridor extrêmement stratégique, là, le passage nord-ouest, où, évidemment, on va sauver des plusieurs jours dans le trafic maritime. Et là, ça prend des brise-glaces pour patrouiller, parce que ce qu'on n'occupe pas, on le perd, comme disait M. Harper. Ben, les brise-glaces vont jouer sur le roi, parce qu'actuellement, Gilles, on ne peut pas patrouiller actuellement avec nos brise-glaces dans la période hivernale, dans le Nord-Atlantique. On trouve mal en point? C'est que t'as une capacité par rapport à un brise-glace. Les nouveaux brise-glaces peuvent briser une glace jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Ça peut aller jusque-là, mais actuellement, les brise-glaces qu'on a, comme le Louis Saint-Laurent, sais-tu quand qui a été commissionné? Non. 1967. Oh! Et on n'arrête pas de faire des refits dessus, des refits. OK, c'est du patchage, là. C'est du gros patchage, refaire la ceinture d'acier, Mais écoute, là, dans la lignée d'en faire plus pour l'OTAN, de se rendre au pourcentage exigé par les membres de l'OTAN, ça veut dire qu'on va investir des milliards dans et là, pas juste un bateau, mais dans l'armement, et là, on est rendu dans une chaîne de valeur qui est internationale avec tous les projets que je te parle. Mais à Québec, on commence avec Lévis, où là, il y a la fabrication métallurgique avec les navires, tout ça. Toute la chaîne de valeur avec les approvisionnements. Les gens comprennent pas que la majorité des fournisseurs de Davy se trouvent dans les parcs industriels à partir de Saint-Malo jusqu'à Saint-Augustin dans le parc François-Leclerc. Écoute, c'est fantastique le nombre de fournisseurs qui s'y trouvent. Ça, on sait pas ça. On sait pas ça pantoute, mais c'est fantastique. Ça fait travailler plein de gens, là. Et là, on parle de 2 rives qui, au final, peut-être 2 villes, mais pas mal une économie, tu sais. OK, là, on va parler un peu du transport parce que c'est un sujet. Tu sais, il y a le troisième lien, le tramway, tout ça, mais est-ce que c'est le débat, est-ce que ça freine l'économie du Québec, le débat sur le transport? Ben là, je pense que le débat, le débat du tramway est terminé. On s'entend. Moi, je pense que c'est clos, fait, ça part, ça marche. Puis je veux dire, ça va chialer, là. Ça va chialer. Mais comme partout dans le monde où il y a eu un tramway? Ça va chialer longtemps. Mais je pense que 3-5 ans, mettons? Ouais, au moins 5 ans. Puis dans une perspective où Québec va devenir la 2e métropole au Québec. Donc, une métropole, c'est une ville d'1 million d'habitants. On risque de l'atteindre d'ici à peu près 2037 environ. Ben ça va donner, comment je peux dire, à Québec une impulsion nouvelle avec une démographie qui est plus importante. Puis quand les investisseurs vont arriver ici, ben ils vont se dire, moi si j'apporte 5 à 6 000 travailleurs, si c'est bourré, congestionné au coton dans les rues, ben moi je sais une chose au moins, c'est qu'un transport public qui est digne de ce nom puis qui va permettre à des travailleurs de se transporter dans la ville. OK. Est-ce que Québec est assez ambitieuse, tu penses, Québec, oui, Québec a toujours porté une grande ambition, puis moi je pense que ça a toujours à voir avec les maires. Je pense que Québec, on était gâtés avec les maires. Des solides, il y a eu on a eu des grands maires, on va se le dire quand même. Monsieur Lamontagne, Monsieur Lallier, entre autres, Jean Pelletier, grand-mère, Monsieur Lallier, puis on dit, écoutez, Monsieur Labombe, moi je il a ramené la fierté, là. Moi je pense que c'est une de ses forces. J'ai été interviewé par le Globe and Mail il y a pas longtemps, puis c'est ça que je disais. Moi j'ai dit, écoute, Monsieur Labombe nous a redonné une fierté qui était perdue à l'époque. Ouais. Parce que entre Monsieur Lallier, vers la fin, ça vacillait plus. Ouais. Mais Monsieur Lallier a une belle impulsion à Québec, mais à un moment donné, on a besoin de ces visions-là politiques pour nous alimenter puis nous propulser dans l'avenir. Qu'est-ce que tu penses, Frédéric, qui va tirer la croissance régionale, les secteurs les plus importants à venir? Ben, tu parlais tantôt de la haute technologie, de la domotique. On sait que le naval et le maritime, ce sont des filières majeures. Première affaire. Deuxième affaire, moi, j'ai découvert dans mes tournées d'entreprise, le photonique à Québec, on soupçonne, on sous-estime beaucoup l'importance du photonique. Optique, photonique, oui. En lien avec les grandes dépenses du monde occidental, en lien avec la défense, ça va être majeur, le photonique, partout. On est équipé à Québec pour ça, on a des bonnes compagnies. Écoute, on a Lino qui pousse, mais derrière ça, moi, j'ai visité plusieurs entreprises qui sont des spin-offs de Lino, qui ont quitté l'incubateur et ces compagnies-là performent tant au Canada qu'à l'international et c'est très, très, très lucratif. Mais il y a tellement plus que ça, Gilles. Il y a le manufacturier dans les parcs industriels. Il y a le domaine des sciences de la vie. Le pharmaceutique est également très fort. La construction est très, très fort. Au niveau immobilier également, c'est une locomotive à Québec. On parle des assurances, du bancaire. Non, mais on a vraiment là une économie hyper diversifiée qui nous a permis, Gilles, de résister à toutes les menaces tarifaires parce qu'on est beaucoup moins affecté que la Rive-Sud, qui sont beaucoup plus dans le manufacturier qu'on peut l'être sur la Rive-Nord.
Dis-moi, est-ce que qu'est-ce qui t'amène là? T'as travaillé avec la Davy, Ouais. là on parle de ça, mais là t'es rendu à la chambre de commerce. Exactement. Qu'est-ce qui t'amène là? Ils sont venus te chercher? Oui. On a cogné à ma porte, puis je vais t'avouer au départ, moi j'étais un Directement peu... de la Davy ou t'as eu non, j'ai une petite escale? Ouais, j'ai une escale d'à peu près 3 ans, développement économique dans le centre du Québec. J'ai adoré ça. J'ai géré des aéroports, j'ai géré des parcs industriels, on a transformé. Vous avez dynamisé là, les Bois-Francs dans le fond. Ouais, littéralement. Écoute, on a fait des missions de recrutement à l'étranger, Madagascar, île Maurice, ça n'a pas lâché. Bref, on a fait beaucoup de choses. On a même obtenu un super statut pour l'aéroport de Victo. C'était le CanPass. Ah oui, l'aéroport de Victo, je savais même pas qu'il y en avait un. Ouais. Puis donc, tous les grands entrepreneurs de Victo maintenant peuvent atterrir s'ils arrivent des États-Unis, d'Europe, ils atterrissent directement à Victoriaville, ils peuvent être dédouanés directement à Victo. Puis ça, c'est jamais arrivé en 20 ans des villes de cette dimension-là qui avaient ce dédouanement-là. Chose certaine, en tout cas, ce que j'ai compris, là, je me suis beaucoup arrimé avec les PME. Je les ai beaucoup mieux compris. Tout l'aspect de développement des parcs industriels, se frotter à des Brocolini, des Montoni, quand même, des grandes compagnies qui déplacent de l'air au Québec, on va se le dire, puis qui brassent des grosses affaires. Mais toi, j'ai adoré ça. Tout ça, ça te donne confiance parce que t'as fait plein de choses. Dis-moi, est-ce que quand t'arrives dans une vieille institution, parce que c'est ça, la Chambre de commerce, ça a combien d'années? 200? Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est depuis 1809. C'est plus de 215 ans, c'est fou. Là. Puis évidemment, est-ce que ça sent poussière ou tu trouves qu'ils sont ajustés? Chaque président, chef de direction apporte son style. OK. Fait que toi, tu vas amener pas des changements pour des changements, mais t'as des orientations qui peuvent être différentes du précédent. Moi, je préfère m'incarner dans l'action. Alors moi, quand je suis arrivé, mon premier réflexe a été quoi? Ça n'a pas été de frapper toutes les tribunes. Moi, ça a été de me dire, moi, je vais prendre une partie significative de mes semaines et je vais faire des visites en entreprise. Puis je vais en faire plus que moins. Et là, je me suis lancé dans une binge de visites, mon ami. T'as-tu eu des surprises? J'ai découvert des firmes incroyables, des bijoux de compagnie, des gens qui sortent de l'Université Laval, qui commercialisent des projets patentés. Écoute, c'est fou, là. Diamantis qui est sorti des Innovmetric, des PhD qui sortent d'ici. Comment s'appelle la compagnie qui vient d'être vendue aux États-Unis? Plus d'1 milliard. Ça, c'est Edify. Eux autres, ils travaillent, je pense, pour être capables de Martin Thériault. C'est ça. Avant au lieu de creuser puis aller voir les tuyaux s'ils sont brisés, ils sont capables de le faire sans tout défaire, là. Fait qu'ils ont deux expertises chez Edify, en fait, Préviant, maintenant qu'on l'appelle avant qu'il soit vendu, c'est que c'est dans le domaine des infrastructures, dans la sécurisation des infrastructures, tant au niveau du nucléaire, des explosifs, de tout ce que tu veux. Donc, ils ont le hardware qui vient avec tout ce qui vient en termes de mécanique puis de machinerie. Ils ont le savoir puis le service qui vient avec. Là, ce qu'a fait Martin Thériault, c'est qu'il voulait le vendre au Canada, mais le marché peut-être pas assez grand pour lui. Il s'est fait acheter par une entreprise américaine. Mais là, ce qui subsiste de la vente, Edify a été vendu. Ce qui reste après ça, c'est NDT, entre autres. Ça, c'est tout l'aspect plus... Mais lui, il reste ici, là. Ah non, lui, il reste ici. Ça, Puis écoute, je veux dire, la Caisse a fait une méchante passe d'argent là-dessus. Ben, c'est correct, c'est notre argent. Martin Thériault, je peux te dire, c'est un de nos nouveaux milliardaires dans la région de Québec. Oui. C'est quand on y passe, on n'a pas une tonne non plus. Non, mais en même temps, souvent on chérit des gens qui ont bien réussi, qui vont bien. Moi, je le célèbre, Martin Thériault. Bravo. C'est un grand bâtisseur, un très grand bâtisseur. Bravo. Puis tu sais quoi, je le connaissais pas, je savais même pas ce qu'il faisait. J'ai appris ça que. Ben oui, mais tu comprends, tu parles de choses dont on connaît au début. Non, mais c'est ça, mais il faut être fier de nos hommes d'affaires. Puis moi, j'essaie de leur donner la tribune à la Chambre de commerce. Et de plus en plus de femmes d'affaires aussi, parce que tu sais, je pense à toi là, est-ce que tu as travaillé à Davy, mais t'es pas loin du port avec ça, madame Olga qui est là maintenant. Mais je vais t'en parler d'une autre femme d'affaires, moi, qui héritait d'une compagnie familiale EBC, Marie-Claude Hull. Oui. Qui a été honorée aujourd'hui, cette année, Grand Québécois. Cette femme-là a pris la compagnie de son papa, à peu près évaluée à 300 millions. Elle l'a propulsée à 1,2 milliard. Oh, de valeur. On parle de croissance, là. De valeur, croissance phénoménale. Elle est conjointement à Prime sur le dossier du pont de l'île Orléans avec un consortium espagnol. Non, écoute, cette compagnie-là, et puis on voit du EBC partout là au Québec, là, c'est fou, là. Fait que Marie-Claude Hull, une grande bâtisseuse de Québec, d'une grande tradition familiale. Faut être fier de ça, effectivement, parce que pourquoi on serait fier de d'autres qui réussissent ailleurs, puis de pas regarder parce qu'on a tendance à être autocritique. On est très critique. Très. Regarde, même dans l'être humain, c'est souvent comme ça. Non, on s'autocritique, on est jamais assez beau, on est jamais assez mince, on est jamais assez... Québec est ambitieuse. Les gens de Québec, c'est des gens terriblement ambitieux. Puis les gens ambitieux,
Ils ont la critique facile parce qu'ils en veulent toujours plus. Mais c'est peut-être ça qui nous projette en avant. Je pense que oui. Si on est exigeant. Je reviens à la chambre de commerce. À quoi sert une chambre de commerce en 2026? Une chambre de commerce? Faut que ça serve à quelque chose, ben c'était là. Oui, non, mais écoute, première chose, ça l'anticipe les mouvements économiques. Moi, je te dirais que moi, depuis que je suis arrivé à mon mandat, j'ai donné des gros signaux par rapport à l'IA. On en parle beaucoup parce que c'est en train de passer en tsunami partout dans les entreprises. Ça va vite, là. Moi, j'ai vu des entreprises actuellement, toutes les ERP qu'on appelle les ERP, les captations de données des entreprises. Donc là, maintenant, ils connectent l'IA avec ça. Ça fait des merveilles, là. C'est incroyable. En termes d'anticipation de la planification, d'accroître la productivité dans les entreprises. Ça fait de la magie. Donc, on en parle beaucoup au niveau de la productivité. Parce qu'au Canada, on va se le dire, ça fait 20 ans qu'on est des cancres de la productivité. Puis ce que ça fait, Gilles, là, c'est que les familles québécoises sont 12 000 $ plus pauvres que la moyenne de l'OCDE parce qu'on n'est pas productif. On n'est pas assez, c'est ça, hein, mais ça, là, la chambre de commerce, là, on beat the drum, là. Mais il y a une vingtaine d'années, Lucien Bouchard avait pas tort quand il disait on travaille pas assez, il faut travailler plus. Ouais. C'était un peu ça, dans le fond. C'était vulgarisé, mais ce que ça voulait dire, c'était, écoutez, les entreprises, là, déguédiner parce que vous n'êtes pas productif par rapport au nombre d'heures travaillées. Alors, on y va avec un ratio de dollars. Okay. En dollars, là, on est en retard d'à peu près 8 $ sur le reste du Canada en termes d'heures travaillées, man-hour, là. 8 $ moins productif que le reste du Canada. Sais-tu de combien on est moins productif par rapport aux Américains? Non. Chaud de moi un chiffre. Alors, ça me fait peur. 32 $ de l'heure, 32 $ de moins productif par heure travaillée que les Américains. C'est capoté. Y a-t-il moyen d'améliorer ça, toi? Oui, ben oui. Donc, la digitalisation, l'automatisation, la robotisation, l'insertion de l'IA dans les ERP. L'ERP, c'est le début c'est un début qui aurait dû commencer, ça fait tellement de décennies, mais que l'ERP est devenu populaire, genre 2004, 2005, là, tu parles de 2006. ça, Frédéric, comme c'est incontournable pour le faire. On n'a pas le choix, là. Ah non, mais c'est des investissements majeurs pour les entreprises, puis c'est un changement de culture au niveau des employés. Mais ça, tu sais, les gens qui nous écoutent des fois connaissent peut-être moins ça, mais ce que je veux leur dire, c'est que les entreprises au Québec, il va falloir que ça s'upgrade en termes de productivité parce qu'on va passer au cash. On sera moins compétitif puis notre niveau de vie va baisser. Alors moi, là, un des grands signaux d'alarme qu'on a donné depuis le début, c'est de dire la productivité, c'est un grand défi. Deuxième défi qu'on a ici dans la région, il va y avoir 5000 transferts d'entreprises au cours des 4 prochaines années à Québec. C'est énorme. C'est le plus gros transfert de richesse de l'histoire de la région de Québec. Donc, le Québec Inc. région, tu reconnaîtras plus, Gilles, les gens, là. Toi, tu connais toutes, là, mais tu reconnaîtras plus. Ça va être d'autres générations, d'autres mondes. Des Européens, des Africains, des Québécois. Ça va être un melting pot de gens qui vont reprendre les entreprises, qui vont les propulser. Mais il y a aussi des entreprises qui auront pas de plan de relève, puis qui vont crever, puis qui seront pas, qui auront pas prévu, qui auront pas de transfert. Est-ce que, dans les membres, mettons, de la Chambre de commerce et dans les gens que tu rencontres, parce que tu vois toutes sortes de monde, tu as fait des tournées, il y a pas juste McCartney qui fait des tournées, toi aussi, Frédéric Boisvert aussi. Mais des gens qui, à tort ou à raison, mais probablement à raison en certaines parties, sont inquiets un peu de l'IA. Parce qu'on sait, par exemple, moi je lisais sur les compagnies d'assurance, une des craintes qu'ils ont, c'est qu'il y a beaucoup de jobs de répétition, vérifier factures, des affaires qui vont se faire par des machines. On sait qu'il va y avoir des transferts, qu'il y a des jobs qui vont disparaître, qu'il va en apparaître d'autres. Ouais. Fait que est-ce que c'est une crainte que les membres partagent? Moi, là, dans mes tournées, puis ce que je vois, puis même à la Chambre, si on n'avait pas l'IA, j'aurais dû embaucher au moins 2 autres personnes depuis que je suis arrivé. Okay. Puis grâce à ça, j'en embauche moins. T'as des secrétaires personnels qui s'appellent l'IA. Ben, par exemple, gérer les courriels. Moi, écoute, mon volume de courriels, c'était hallucinogène. Ben, moi, le matin, quand je me lève, j'ai mes courriels préclassés avec des propositions de réponses que j'adapte, mais l'IA apprend avec moi. Qui dans la chaîne pour maximiser ton temps dans le fond. Exactement. Donc ça c'est une petite idée. Après ça, il y a tous les agents IA par rapport aux gestions de bases de données, tant au niveau de la chambre que des entreprises, au niveau administratif. T'en as parlé, les secrétaires personnels, maintenant les adjointes virtuelles, mais virtuelles IA là, il y en a de plus en plus. Oui. Au niveau de la téléphonie, de la sollicitation téléphonique, je les vois partout, ça s'imprègne tranquillement pas vite, mais clairement les entreprises qui la maîtrisent actuellement auront une grosse longueur d'avance pour la suite des choses en termes de compétitivité. Est-ce que tu penses encore, parce que tu en as un petit peu parlé, mais je veux qu'on pousse là-dessus, est-ce que tu penses qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la misère à changer? Ouais, moi je pense parce que souvent on est réfractaire, tu sais. Ouais. Mettons que la compagnie va bien, tu vas dire, hey, moi, ça fait 30 ans que je fais ça, puis ça marche. Mais tu sais, tu vas lui dire, attention, la dactylo, ça a marché pendant 70 ans, mais à un moment donné, l'ordinateur est arrivé. Là. Sans dire qu'ils partent d'aussi loin, il faut faire attention à de tout rejeter ce qu'il y a de moderne puis de ce qu'il y a de nouveau. Ben, en fait, il faut pas avoir peur de l'IA, il faut avoir peur de pas connaître l'IA, il faut avoir peur de pas l'avoir connu, maîtrisé. Parce que là, faut vraiment que tu aies peur si t'as pas fait ça, parce que tu vas être dans le chenoute dans pas long, là. Ça va vraiment pas bien aller, là. OK. Est-ce que
toi, pour la relève, mettons, dans la chambre de commerce, c'est dur d'avoir du monde. C'est-tu sexy encore, la chambre de commerce? Ben, la chambre de commerce, écoute, on est à 5000 membres et plus. Fait que c'est quand même une chambre de commerce. C'est la deuxième plus grande chambre de commerce au Québec. OK. Je te dirais que ça fait un réseau de contacts, le fun, pareil, là. Puis je te dirais que, écoute, la chambre de commerce est pertinente parce que moi, la pertinence, c'est un milieu de consommateurs. C'est, par exemple, j'ai des événements comme avec on avait le repas avec le maire de Québec, 400 personnes qui sont déplacées sur place, des fois avec le Trudel qui est venu nous raconter ses histoires d'entrepreneurs. C'était du 350, 375. Les gens ont soif de parler puis de se rencontrer. Connaître les histoires des gens aussi. Puis du maillage aussi, du développement d'affaires. Ouais. Parce que c'est ce qu'on offre aussi, c'est carrément des endroits où les gens peuvent faire du maillage. Poser des questions, comment tu fais ça? Exactement. Puis t'apprends à parler au monde. Les meilleures pratiques, on fait des webinaires. Écoute, moi, je fais un sommet du manufacturier intelligent avec Prom, qui est une organisation financée par le MEI actuellement. Puis c'est dans les meilleures pratiques d'affaires dans le manufacturier intelligent. Fait qu'il va y avoir de l'IA, de la robotisation, de la numérisation. Puis ce qu'on fait littéralement, c'est avec des donneurs d'ordre. Alors, on littéralement, on explique aux compagnies de Québec comment s'y prendre puis comment y arriver pour réduire la fracture numérique. Est-ce que dans ton travail, il peut y avoir des compagnies qui vont dire, écoute, on a un projet, je lance n'importe quoi, là, j'improvise. Un projet, mettons, canadien ou même international. Je sais que d'autres, il y a l'organisme Québec international, mais des gens qui disent, regarde, faudrait que tu me trouves, peux-tu m'aider à trouver telle compagnie qui va nous aider pour telle affaire? Parce que c'est un peu ça. Vous avez des membres. Ben, moi, je commence, là, après un an, j'ai fait beaucoup de déplacements, j'ai visité beaucoup d'entreprises, je me considère un peu comme une marieuse. Fait que de plus en plus, je vois des chefs d'entreprise qui décident quand ils cherchent quelque chose, tu dis, hey. Ben, une compagnie dernièrement dans le photonique qui me disait, écoute, moi, là, je suis rendu à 60 ans, je suis un peu tanné, tu connais-tu un repreneur? Fait que j'ai commencé à identifier du monde dans le milieu photonique au niveau des jeunes qui sortent des universités ou qui ont leur petite business, qui aimeraient peut-être intégrer en JV avec une... Fait que, tu sais, on fait du mariage, on fait du matchage, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais tu sais, c'est le rôle, c'est d'être pas seulement un animateur du milieu d'affaires, mais d'être un matcheur. OK, des choses qui vont être utiles, qui vont être concrètes, utiles, effectivement. Comment tu décrirais ton chantier principal depuis que tu es là? Ça fait un an que tu es là? Ouais, fait que moi, là, chambre de commerce. On a 4 grandes priorités. OK. Donc c'est le reprenariat, transfert d'entreprise, je viens de t'en parler. Ça c'est un fait parce que tu viens de dire ça s'en vient là, c'est des chiffres. Deuxième grand chantier, c'est la productivité. Écoute, faut qu'on fouette nos entreprises à Québec. On a un retard, il faut aller encore plus vite, plus loin, puis on a des entreprises incroyables à Québec comme des Next App qui partent des projets IA à partir de 5 000 $, c'est rien. Ils servent du ROI qui est réinvesti. C'est quoi le ROI? Le Return on Investment, le retour sur investissement, puis qui fait que sur la base du ROI, ils peuvent réinvestir dans le projet. Les projets n'ont pas besoin de coûter 1 million, là. Ils peuvent coûter aussi bas que 5 000 $. Tu peux faire de quoi avec ça? Après ça, t'as des Coveo qui ont des contrats avec le fédéral, mais qui sont partout dans le monde. T'as les Vuban. Je veux dire, on a des gros joueurs dans la région, mais là, ce qu'il faut, là, c'est les enligner vers ces compagnies-là, vers nos champions, pour qu'ils découvrent qu'est-ce qu'ils peuvent faire à court, moyen, long terme pour optimiser leur processus, leurs moyens de production, leur productivité. Donc, c'était ton deuxième, t'as dit, on a 4. Parfait. La productivité, c'est 2. La troisième affaire, là, c'est le maudit red tape, la paperasserie. Les entrepreneurs sont écœurés, Gilles. Écœurés de la paperasserie gouvernementale qui s'ajoute à toutes les années. La loi 25, les nouvelles normes de la CNSST sur l'immigration, ça touche aussi. Les psychosociaux, l'harcèlement, tous des beaux projets de loi. À sa face value, c'est super beau. Mais quand les fonctionnaires s'y mettent, là, puis qu'ils te pondent un projet de loi de 2 kilomètres, là, puis toutes les annexes administratives qui découlent de ça, toi, après, là, comme compagnie, il faut que tu fasses la conformité par rapport à ces lois-là. Faut t'adapter ça à ta compagnie, les dernières études, là, t'as une compagnie de 4 employés, là, devine comment ça te coûte par année en conformité pour une petite shop de 4 employés ici à Québec. J'ai aucune idée. 35 000 $ de conformité man-hour par année de conformité. On était écœurés. Moi, j'étais allé au P11, qui était la loi sur le logement réglementaire. J'ai dit au ministre Poulin, j'ai dit là, c'est assez, là. Les législateurs doivent jouer leur rôle. Assurez-vous quand les projets de loi passent, là, regardez-les comme il faut, là, puis pensez à ça va être quoi l'impact pour nos entrepreneurs. Parce que là, les entrepreneurs, s'ils passent le temps à remplir de la paperasse, Gilles, là, en quoi ils vont devenir plus productifs? Peux-tu m'expliquer ça, toi? Ben, tu sais quoi? C'est une plainte que même les médecins font. Ils ont tellement de paperasse à remplir. Ils disent, on devrait être dans la chambre avec des patients, mais on passe, faut remplir. C'est fou, là. Casino, c'est incroyable.
Puis le dernier, c'est l'allègement fiscal, parce que on croit qu'au Québec, les entreprises sont trop taxées. Mais le public aussi. Ouais, public, mais les entreprises aussi sont taxées. Ouais, hein. Là, ce que j'ai aimé au fédéral, Carney a une intelligence de mettre en place une super déduction qui fait que si tu investis dans l'IA ou dans ta robotisation, ta automatisation, tu peux réduire substantiellement les impôts de ta compagnie. Ben ça, Québec doit le répliquer parce qu'on pourrait devenir un powerhouse manufacturier important si Québec également se dotait de son armature fiscale pour stimuler les entreprises. Mais faut arrêter de taxer les entreprises, il faut enlever de la réglementation, libérer les forces des entrepreneurs, arrêter de les enchaîner. Est-ce que tu penses que la région de Québec qui va bien, le tourisme va bien à Québec, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses, on voit qu'il y a des compagnies qui vont très bien. Est-ce que l'attrait de Québec est une variable importante? Parce que il y a des familles qui viennent s'installer, ils disent, oh, t'as 10 minutes de faire du ski, 10 minutes de faire du vélo de montagne, sur le bord de l'eau, tu sais, puis ville sécuritaire, tu sais, tout ça dont on parle quand il y a des congrès, quand il y a des touristes. Tu sais, les touristes disent Québec, c'est propre. Tu sais, ce qu'on entend, c'est propre, c'est sécuritaire. Est-ce que ça compte aussi pour les entreprises pour aller chercher faire du maraudage, chercher des employés? Le milieu de vie, Gilles, est terriblement attractif. On a une ceinture urbaine hyper moderne. Donc, pour les entreprises, c'est majeur, là. Ah, c'est majeur. On a notre ceinture verte tout autour de Québec avec nos monts, la villégiature. On a un package de malades ici à Québec, puis c'est beau à Québec, on est fiers, puis ça compte pour beaucoup, ça, pour l'attraction des employés. Puis on offre un style de vie très intéressant, puis au niveau des commerces, du service, c'est très raffiné. Encore une fois, quand on les a vus, là, on score au niveau restaurant, c'est pas gênant. Il faut s'assurer quand même qu'on garde un certain nightlife pour nos jeunes, parce que quand on attire des jeunes dans les TI, ben si les commerces ferment à 9h le soir, ben c'est plate, ils se retrouvent pas, puis ils partent à Montréal, puis ils partent ailleurs. Fait qu'il faut s'assurer de garder un petit nightlife aussi à Québec. Moi, je te dirais, c'est peut-être ça qui est à l'horizon, fais attention, parce que Québec, c'est une ville qui vieillit. Parce que maintenant, on stoppe l'immigration, puis ça, c'est la pire erreur qu'on est en train de faire actuellement. On se tire dans la chaloupe. Là, tu veux dire de stopper? Ben écoute, toute l'immigration économique, ça, c'est une catastrophe parce que Québec a connu une croissance formidable. Son économie s'est développée grâce, en bonne partie, aux travailleurs étrangers temporaires qui sont dans nos restaurants, nos hôtels. Dans les champs. Ils sont dans les champs. Ils sont dans les TI. Ils sont partout, là. Ils sont avec plein d'expertise. Fait que bref, faut réfléchir à nos actions. On oublie même les RPA puis tous ces endroits-là. Les RPA, c'est majeur. Ben, les RPA, c'est... Puis, si t'as pas les immigrants, là, c'est compliqué. Les Québécois sont pas là. Alors, au Québec, on veut pas vivre ce que le Japon vit maintenant, c'est-à-dire un pays où on vend plus de couches pour les adultes que pour les enfants. C'est assez fou, là. Et est-ce que une des choses qui fait... En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent, sans être complètement à droite, tu sais, j'ai un esprit d'entrepreneur, d'une famille d'entrepreneurs, puis j'ai toujours pensé que quand tu libères, puis je pense, parce que tu as travaillé avec, je pense à M. Harper, qui est arrivé avec probablement une des campagnes électorales les plus simples, il y avait 3-4 points. Tu te rappelles de ça? 5 points. Bon, 5. T'étais là, tu sais. Ouais. Bon, tu sais, le 5%, la TPS, c'est tout ça. C'était clair. Tu sais, sauf que ça a donné, tu sais pas, une impulsion extraordinaire de l'air. Oui. En se disant, on s'en va dans la bonne direction. Oui. Puis moi, j'ai toujours pensé que c'est pas, quand les gens vont réussir à payer moins de taxes ou d'impôts, si on faisait confiance, exemple, il y a des modèles qui existent où on a des impôts et des taxes moins élevés, puis le pari qu'ils font, c'est qu'ils vont dire que les gens vont dépenser. Ils vont le dépenser, ils vont acheter une piscine, ils vont réparer. Mais il faut que tu crois ça pour faire ça. Mais nous autres, je pense qu'on est rendu au point, on paye tellement d'impôts, les compagnies, c'est la même affaire, que ça peut être un élément plutôt décourageant. Quand tu parles aux sous-ministres à Québec, là, puis tu leur proposes des mesures, là, ils disent toujours où est-ce que je vais trouver l'argent, parce que là, ils sont à côté. À côté partout. Mais là où que je te rejoins, puis j'ai toujours cru la même chose que toi, c'est, à un moment donné, là, c'est pas de faire un gamble, là, c'est d'investir dans nos compagnies puis dans nos gens, avec des mesures d'allègement temporaire au départ, que tu peux rendre permanent par la suite, mais moi, j'y crois, ça. Libérer les forces productives, diminuer les impôts, alléger... Essayez-le au moins, vous allez voir l'impact. Essayez-le. Non, mais je veux dire, on a des exemples partout dans le monde où ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnerait pas au Québec? Qu'est-ce qui ferait qu'au Québec, on est si différent que si on aurait une baisse d'impôts? Mais tu sais, t'as des États américains qui le font, mettons, c'est 25% d'impôts. Puis le reste, non, mais pas juste ça. Même en Europe, ce que j'aime, c'est que c'est pas parfait, là, les modèles européens. Il y en a qui sont sclérosés. On n'est pas parfait, nous autres non plus. Par contre, ce qu'ils font souvent, c'est que pour aller chercher l'argent là où il est, donc, même les gens qui font de la contrebande, ceux qui ont de l'argent en lousse et les autres, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont taxer plus la consommation, mais pas les choses de base. Pas les éléments comme une maison, comme un terrain. Mais parlons-en d'Europe 30 secondes. L'exemple de l'Irlande, c'est le tigre de la productivité européenne. Qu'est-ce qu'ils font de différent de nous? Il était exactement comme nous avant.
Ils ont tout sabré en termes de réglementation, d'attractivité des entreprises. Ça a été rendu le paradis de l'investissement étranger direct. En Irlande, ils ont battu tous les records. Écoute, ils ont créé un environnement fiscal où les entreprises voulaient venir s'établir, voulaient venir investir. Il y a même des Québécois qui sont allés, si je me rappelle bien. Plein. Écoute, l'Irlande, en 25 ans, sont devenus les top players en termes de productivité en Europe alors qu'ils étaient dans la cave, là, 25 ans. Ça veut dire que ça se fait, là. Ça se fait. Mais moi, j'en rêve de ça pour le Québec, Gilles. Je sais qu'on est capable. Pourquoi qu'on le fait pas? Je comprends pas. C'est ça, c'est une bonne question, ça. Mais pourquoi personne parle de ça? Sinon, toi, t'en parles, la Chambre de commerce en parlait, les gens d'affaires en parlent. Il faut en parler, puis il faut démocratiser, puis il faut que les gens comprennent que il y a un autre monde qui est possible. Il y a un autre univers qui est possible. Puis au Québec, on a cette espèce de, comment je te dirais, pas une problématique identitaire, mais on est conservateur malgré ce qu'on peut penser. On est très, très, très conservateur. Pas dans le sens politique de la chose, mais dans pas trop de changement. Mais quand on part solide, mais ça nous prend du temps. Puis j'espère qu'on est à l'aube de quelque chose comme une grande transformation. C'est quoi le plus gros frein au développement économique de la région de Québec, de la grande région de Québec? Actuellement, il y en a peut-être plus qu'un, là. Actuellement, on n'a pas de grand frein, je te dirais, parce que l'économie va bien, mais comment qu'elle pourrait aller mieux, je te dirais, moi, c'est drôle, je l'ai demandé au maire, j'ai dit Bruno, j'ai dit, délai avec la ville, c'est plus facile qu'avant, mais ça pourrait l'être encore plus. C'est vrai qu'il a un petit peu libéralisé pour, justement, les logements. Il a dit, on est capable de le faire, on va mettre ça moins compliqué. Puis là, ça monte, il y en a des grues dans la ville, là. Là, j'ai demandé, j'ai dit, Bruno, là, pour la ville, il faut réduire la paperasse, là, il faut que ça soit plus simple pour les entrepreneurs. Il a créé un SWAT team dans lequel je vais faire partie. Puis moi, je vais tout prendre tout mon input que j'ai des entrepreneurs, là, puis les doléances que t'entends, tu vas amener ça sur la table. J'apporte ça sur la table, puis moi, si se passe rien, je sors de là. Fait que moi, c'est sûr que je veux du changement. La ville va bien au niveau des payables. Ils payent les comptes beaucoup plus rapidement qu'avant, mais c'est pas que payer les comptes. C'est toute la lourdeur administrative lorsque tu rentres dans l'urbanisme, les aménagements. C'est complexe, ça, là. Alors, il faut réconcilier les besoins des entrepreneurs, de la population avec les exigences réglementaires d'une ville. Est-ce qu'on est trop prudent, donc on se développe pas assez vite, tu penses, parce que si on a du retard? On pourrait être beaucoup plus fonceur. On pourrait l'être beaucoup plus, puis je pense qu'il y a une belle vibe à Québec en ce moment, puis je pense qu'on peut bâtir là-dessus, puis aller beaucoup plus loin, parce que on a quand même des champions au niveau économique. Là, on s'en parlait tantôt, les Vauban, les Coveo, les Martin Thériault avec les défis qui viennent de se vendre, mais qui restent ici, son empire NDT qui a consolidé. Il y a des gros joueurs à Québec, là. Sais-tu, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vais te le lancer, puis pourquoi pas. Tu sais, je me rappelle, parce qu'on a parlé tantôt de M. Labaume, qui, après quand il y a eu le 400e, quand ils ont récupéré une fête qui s'en allait dans le mur, on est d'accord, là, avec Daniel, pas de Daniel... Gélina, excuse. Donc, ils ont fait une job, puis ils ont ramené l'espoir qui a amené les gens à être plus positifs sur ça. Ouais, exactement. Fait que moi, je me dis, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça serait peut-être pas fou que d'une façon ou d'une autre, est-ce que c'est un grand rassemblement des grands dirigeants, puis on en fait la promotion, mais pour que le public puisse se dire, tabarouette qu'il y a des affaires à Québec que je connaissais pas. Ouais. Juste ça, ce qu'on se dit là dans le podcast que monsieur, madame, tout le monde, la madame de Rivière-du-Loup, de la grande région de Montmagny, Québec, Lévis, que les gens sachent qu'il y a, savez-vous que, un genre de saviez-vous que, ou ce que certains chefs politiques dans le monde font à l'occasion, ils vont réunir des toutes grands les forces, un sommet, mais avec pas 20 ans de temps, là, mais un sommet où on met en évidence toutes les forces connus et non connus. Ouais. Puis je pense que les gens pourraient aussi être stimulés dans une fierté de réussir, au lieu de penser qu'il y a juste les Américains à New York qui réussissent, ou juste, tu comprends? Juste penser que... Juste pour stimuler, puis moi je pense que ça pourrait marcher en partie. J'y crois profondément parce que moi quand j'ai quitté 10 ans pour Ottawa, j'ai vu l'impact de gens qui sont fiers. Quand je suis revenu à Québec en 2017, Québec, je le reconnaissais plus, là. Positivement? Hey, non, en 10 ans, ça avait complètement changé ici, là. Les buildings qui poussaient partout, le Colisée, tous les grands travaux qui ont lieu, qui ont embelli la ville, la promenade Champlain. Oui. La promenade Champlain. On a une belle ville, là. My God, c'est beau, c'est solide, là. C'est l'aménagement d'un fleuve majestueux, c'est fantastique. Mais savoir que des compagnies immensément importante, très fructueuse, qui existe. Moi, je pense qu'on aurait avantage à faire connaître ça. Moi, ce grand sommet-là, j'y crois. Écoute, tu me donnes matière à réflexion, mais c'est vrai tu y penseras. C'est gratis, je te donne ça. On est dû pour un bon power Québec en termes de rassembler les forces vives,
puis se donner un plan de match. On mais dit, les qu'est-ce qui se faire passe connaître, oublie pas ça. Oui. Puis, que le public le ça, sache. c'est mon rôle, là. Je les mets en vitrine beaucoup, Oui. mais à la population générale, pas juste à la communauté d'affaires, qu'on les démocratise aussi, qu'on soit fiers d'eux autres, de ce qu'ils apportent dans la ville Mais de tu sais, Québec. me donner un exemple. Je reviens à M. Labaume parce que Vas-y. c'est mon parallèle quand il y a eu le 400e. Rappelle-toi qu'un des moments cruciaux dans les gestes qui ont été faits par le maire Labaume, tout comme les autres maires, il était pas parfait. Mais cette variable-là de ramener la fierté à Québec. Tu sais, quand il y a eu le spectacle de Paul McCartney, puis qu'il y a eu des écrans géants, 25-30 000 personnes à Lévis qui regardaient ça, 25-30 000, c'était 150 000 personnes le même soir. Les gens se disaient, hey, c'est chez nous. Puis là, McCartney, il dit, bonsoir Québec, puis après ça, il a dit, c'est un des plus beaux spectacles de ma vie. Ouais. Fait que tu sais, tu vas me dire, c'est un événement qui a demandé beaucoup de travaux, beaucoup de tractations, puis toute la patente. Il était même en dehors du festival d'été, si vous vous rappelez. Je pense que c'était le 20 juillet au lieu de... Bon. Mais c'est un événement bien préparé qui avait une force immense parce que c'était un des plus grands de l'histoire de la musique qui a été un genre de catalyseur pour le reste. Ouais. Fait que faudrait réussir à être capable, sans nommer tout le monde, mais de faire, écoute, je sais que ça peut se faire. Et je suis sûr que ça aiderait, sais-tu quoi, ça aiderait aussi, ça aiderait la ville aussi à faire mieux passer le fait qu'on fait un tramway. On fait un tramway parce qu'on se projette dans l'avenir. On se fait un tramway parce que toutes les villes qui vont être pas loin d'1 million, comme on va être nous autres dans quelques années, dans moins de 10 ans. Le tramway, c'est pas une vision en soi. Là. C'est ce qui va arriver. C'est la desserte commerciale qui va être en mutation. Mais tu fais référence à ça, Lévis-Québec. C'est drôle parce que moi, quand je suis arrivé en novembre 2024, dès janvier, je fais une alliance avec la Chambre de commerce de Lévis. Est-ce que ça se parle, là? Parce que monsieur, il y avait faut le dire. Hey. Monsieur Lehoulier, monsieur Labaume, c'était le feu puis l'eau à bout de temps. Même avant, il y a jamais eu d'union. Là, c'est la première fois dans 200 ans d'histoire que la Chambre de Lévis puis de Québec travaillent ensemble. Ben, en tout cas, c'est sûr que Lévis est arrivé plus tard. Là, mais... Est-ce que tu es un peu responsable de la rencontre tout de suite après les fêtes de monsieur Marchand avec ben, c'est là que monsieur je m'en Blaney? vais parce que je fais ça en janvier. Puis là, je dis à peu près à Bruno, après son élection, je dis Bruno, il faut que tu envoies un signal fort. On est une région. On est peut-être 2 villes, mais on est une économie. Écoute, on est allés ensemble rencontrer le nouveau maire de Lévis. Rappelle-toi de ça, toi, quand est-ce qu'un maire de Québec est allé visiter son homologue dans l'hôtel de ville de Lévis? Pas croisé dans une affaire, Ben mais une visite officielle. C'est majeur. Fait que, et comment ils se sont entendus? Ça a été super. Une connexion de malade. On parle de projets communs. OK, ça va donner des bébés, là. Moi, c'est certain que t'as maintenant, je te dirais, écoute, c'est à construire tout ça, là, mais t'as une relation maintenant qui est forte. Et on se conçoit comme région et non pas comme 2 villes séparées qui se battent l'une contre l'autre. On n'est plus là. L'ennemi, c'est pas la rive sud, la rive nord. C'est l'international. On doit s'allier. On doit faire des partenariats stratégiques. Est-ce que tu penses, comme moi, que ça se peut que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, il soit une seule ville, la ville de Québec? C'est certain que comme force de frappe, ce serait fantastique. J'irais pas m'aventurer dans un domaine politique. Non, je te demande pas, mais c'est sûr que moi, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille de plus en plus proches ensemble. Mais ça, déjà, c'est ce qui se passe sur le terrain. Économiquement, vous êtes là, c'est ça que tu me dis? Écoute, on a des forces, les 2 régions combinées. C'est incroyable ce qu'on a comme force économique. On le réalise pas à quel point qu'on est fort, là. Mais il faut aller. Moi, c'est drôle, je fais un peu de moto l'été. Puis quand je me promène, ça arrive ça, je me dis, ça a donc bien grossi. C'est fou. Il y a bien des gens de Québec qui feraient un saut à aller se promener sur la Rive-Sud, là. Promène-toi des fois. Ça a construit, là. Il y a des vies, mais après ça, va-t'en dans Bellechasse, toi, des pépinières de PME, des IPL, des Prévost. C'est gros. Écoute, il y a des grosses compagnies là-bas. Ils sont fiers, puis la Beauce les touche, on le sent aussi, là. C'est une pépinière de PME incroyable. Donc, est-ce qu'on manque de courage pour faire tout ça? Parce qu'on a lancé plein de bonnes idées. Je dis pas que ça se fera pas, là. Mais moi, je fais partie de ceux qui, justement, observateurs parce que c'est mon métier de journaliste, je trouve qu'on a une période qui est vraiment intéressante. Puis quand je voyais, sincèrement, quand j'ai vu les grosses annonces en couleur à Davy qui cherchent 1000 personnes, puis je me disais, wow, c'est majeur. On verra ça, mettons, ailleurs. On dirait, hey, tabarouette, ça roule là-bas. Mais là, c'est chez nous. Mais là, tu parles de manquer de courage. Veux-tu te dire comment qu'on manque de courage? Peut-être politique, le courage. Politique. Non, c'est bon, courage politique. Parce que moi, je pense que si on se replie vers nous-mêmes, pis si on a peur de l'étranger, pis si on veut pas accueillir les talents internationaux chez nous, cette peur-là, c'est un manque de courage. C'est un manque de courage de dire aux gens, le Québec de demain, savez-vous quoi? Il va être métissé. Il va sentir... Il l'est déjà. Je trouve qu'il est déjà pas mal là. Mais il va l'être encore plus, t'as raison. D'abord, on fait plus de bébés. Il va changer de couleur. On va avoir la cuisine va changer. Ça va être pour le mieux, mais il faut le dire.
parce que c'est la seule façon que le Québec va performer puis va atteindre des sommets. Il n'y en aura pas d'autres. Parce que l'inverse, c'est quoi? C'est un Québec qui se crispe, c'est un Québec qui vieillit, c'est un Québec qui se tourne vers lui-même, c'est un Québec qui ne réussit pas. C'est un fait qu'on vieillit la population actuelle. Voyons donc. Fait que Mais moi, je suis pas dans l'obnubilation de dire qu'il faut amener, il faut ouvrir toutes les portes. Non. Une immigration faut que ça soit intelligente. intelligente. Mais tout le monde le fait comme ça. Ils choisissent ceux qui vont s'adapter plus vite. Parce que beaucoup de, tu sais, la France, c'était des bonnes intentions, mais l'intégration est difficile en tabarouette. Ben oui, mais ça a été mal fait. Qu'est-ce que je te dis? Caroline, que c'est compliqué. Ah non, là-bas, c'est un méga bordel, là, on va se le dire. Là. C'est ça. Ben écoute, ça va pas bien. Mais heureusement, on a des exemples qui sont plus positifs, qui peuvent nous inspirer en grosseur de ville, en grosseur de... Puis tu sais quoi, Gilles? Soyons fiers de notre culture, soyons fiers de nos arts, soyons fiers de notre réussite. Sais-tu quoi? Si on est fiers de nous, là, les gens se collent à nous après les immigrants, puis ils ont envie d'apprendre notre culture, ils se joignent à notre corpus idéologique, culturel, tout ça. Oui. Mais on a un rôle à jouer comme ambassadeur d'une culture. Si on y croit à notre langue, puis on a notre accent, puis il est particulier notre accent. Soyons fiers de notre accent, soyons fiers de ce qu'on a accompli, notre culture, de ce qu'on est. Et aussi, moi, je dirais, arrêtons aussi parce que moi, comme père de famille de 3 enfants, dont presque les 3 parlent 3 langues. Je suis très fier d'eux aussi. Mais c'est ce que je remarque. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce que je remarque comme observateur, parce que ça fait partie des qualités qu'on doit avoir, je pense, dans le milieu de la radio et des communications. Je remarque que la fierté vient avec ça. Je remarque que je remarque aussi que quelqu'un qui parle bien sa langue, puis qui apprend une autre langue, il va bien la parler aussi, puis pas au détriment de sa langue. Jamais. Si tu apprends l'espagnol, comme il y en a beaucoup qui apprennent l'espagnol, ben regarde, t'apprends l'espagnol, t'apprends l'anglais, ça se fait pas toujours au détriment. Les études le prouvent, Gilles. Non, j'en suis persuadé parce que je me dis, je regarde mes enfants, ils parlent bien en français, en anglais, ils essaient d'être bien, puis en espagnol pour un, italien pour l'autre, puis je les trouve chanceux parce que je me dis, faut arrêter de travailler contre. On peut additionner moi j'appelle ça des skills en bon français, des qualifications. Tu parles 2-3 langues. Si t'avais un enfant qui parlait 5 langues, tu dirais tabarouette, bravo. Mais quand est-ce, Gilles, qu'au Québec, on va promouvoir ça, que la réussite, c'est pas d'être un Québec unilingue, c'est un Québec multilingue. Oui, multilingue. Fier de ses racines. Par contre, fier de notre culture, on va défendre, on la défend depuis toujours. Puis l'autre affaire, c'est qu'on est, tu sais, c'est plate à dire, même si les Américains sont là-dessus, faut leur donner, sont très patriotes. Mais nous autres, on n'a pas de raison puis écoute, je suis pas un indépendantiste, mais je te le dis, là, je suis un nationaliste, ça, y a pas de doute. Je l'ai toujours été. Et je trouve que on n'a pas de raison de pas être fier du fait qu'on est arrivé ici en premier, les Français. Puis après ça, on a dealé avec les Anglais. Donc, notre histoire, c'est ça. Fait qu'il faut arrêter de se dire, parce que des fois, tu vas avoir des gens qui vont dire, regarde, ça donne rien. On parle tout anglais, ça va être plus simple. Moi, j'ai pas de problème à parler anglais parce que je l'ai même appris. J'ai besoin de ça dans mes relations. Toi aussi, faut que tu parles anglais dans tes relations. Pas le choix. Mais c'est pas au détriment de ta culture. Mais qu'est-ce qui nous distingue, nous? C'est ça. C'est ça qui nous distingue. C'est ça qui fait qu'on a une force d'attraction incroyable. Mais je parle avec des amis dans l'Ouest canadien, puis ils ont dit, nous autres, notre problème, c'est que la culture, c'est la culture américaine. On n'a pas, il y a pas une grande culture canadienne-anglaise. Tu comprends? Il y en a, mais il y a pas selon ce qu'on me dit, ceux qui vivent là, ils ont dit, on est très, très linké avec les Américains. Fait que j'ai dit, nous autres, notre distinction, c'est ça. Puis sais-tu quoi? Les Américains puis les Canadiens anglais qui viennent à Québec sont contents. Ils adorent tu ça. sais, hein, tu parles à tout le monde là-dedans. Ça. Ils viennent ici, ils trippent, ils voient qu'on est fiers de notre héritage, mais en même temps, je pense que là, il nous reste un petit step à faire, puis je pense que les jeunes, ils sont rendus là. Oui. Moi, tu les vois tes enfants, là, sont rendus ailleurs, là. Puis moi, ça me donne tellement espoir, je me dis, my God, ça c'est la lumière, on y arrive. Hey, merci beaucoup. Merci déjà. Écoute, ça a été passionnant, mon Jean. C'est le fun, ouais. On dirait qu'on s'était préparé vite. Salut Frédéric.